Voilà. Salut à toi, Luis depuis le Japon et bienvenue dans cette nouvelle capsule de commandant R. Comme tu le sais, c'est des petites capsules que j'ai fait pour toi pour te permettre d'asseoir de bonnes bases afin que tu puisses rapidement être en mesure d'écrire tes propres codes dans R. C'est d'ailleurs pour cette raison que je choisis délibérément d'aller doucement, de casser tous les codes afin de te permettre de comprendre tout ce que je suis en train de faire. Je voudrais aussi te dire que coder dans R n'est pas aussi difficile que ça en a l'air. Il te faudra de la patience, il te faudra de la pratique et tu verras que c'est toi qui gagneras. Alors si tu es prêt à prendre ton clavier et rentrons dans le studio. Ce soir, je vais bavarder un tout petit peu avec toi autour de la question des modèles de régression linéaire. Ce que je voudrais faire de façon très spécifique, c'est de te montrer comment tu mets une courbe qui n'est pas vraiment linéaire sur le plot en utilisant la méthode LM. D'ailleurs, je vais motiver un peu de quoi il s'agit. C'est des situations qui apparaissent souvent. Parfois, on ne sait pas comment les gérer. Je vais te montrer comment tu fais. Je te montrerai des choses à l'intérieur. Tu restes jusqu'à la fin. Ça va être intéressant comme d'habitude. Ça y est. Allez, top, c'est parti. Ce qu'on va faire, ce qu'on va supposer, ça y est, on va prendre une représentation cubique. Ça y est, je vais créer une variable que je vais appeler ins et on va faire un truc R-unif. On va en prendre 100. Prenons 100 à entre moins 5. Donc, le minimum sera moins 5. Entre moins 5 et le maximum sera 5. Ça y est, donc je suis en train de le prendre entre moins 5 et 5. J'aurais pu écrire un truc simplement comme celui-ci. J'aurais pu écrire quelque chose comme ça. Entre moins 5 et 5 directement. Donc tu auras compris que c'est le minimum entre moins 5, le maximum à 5. Ça y est, maintenant on va créer un modèle. On va créer un modèle, disons, R au cube, ça y est, et plus R norme. On en prend 100 aussi. Puisque je suis en train de faire de la simulation, on va mettre notre seed à 7 seed. On va le mettre, disons, mettons-le à 2023, quelque chose du genre, et on recompte. Ça y est, donc tu mets le seed à 2023, ou si tu veux avoir le même résultat que moi, naturellement, et puis on fait un truc comme celui-là. Ça y est. Donc, ins, y, comme on l'a fait, comme cela. Alors, si on veut plotter cela, je peux créer un data frame rapidement, hein, dans lequel on va mettre ins et y. Ça y est, et je vais appeler ma première librairie. Tiens, je la mets en haut. La librairie, je vais appeler tidyverse. Je vais appeler aussi patchwork pour te montrer à la fin quelques. Je vais aussi appeler, pourquoi pas, je vais appeler stargazer et appeler aussi techreg. Te montrer ces deux choses serait aussi intéressant. Wow. Tu vois, là, je suis déjà en train de penser dans ton intérêt. Hein. Ça y est. Alors, on va commencer donc par plotter ici. On va faire data. On va mettre date. C'est notre base de données. Pour l'esthétique, on va mettre ins. Celui-là, c'est ins. Et on va mettre y. Celui-là, c'est y. Je t'ai déjà souvent dit, quand je crée ins, y, comme ça, faut pas te confondre. Le ins égal, c'est pour dire celui-là. Ça y est. Donc, celui-là, c'est ins. Je mets la variable ins qui est là dans date, dans la base de données date. Ça y est. Et celui-là, c'était y, je mets y, tu auras compris, n'est-ce pas? Voilà. Je peux aller à la ligne et mettre home et mettre un point et on regarde à quoi ça va ressembler. Voilà. Donc, tu vois, on a quelque chose de ce genre. C'est trop propre. Le cubique est trop propre. Je vais varier un peu l'erreur ici. On va dire la moyenne n'a qu'à être combien? Disons 2 ou 3. Et on prend un écart type. Ça y est, c'est l'écart type. Prenons l'écart type à 5. Quelque chose comme ça. Reprenons. Tu fais le seed y pour que ça puisse varier un peu. Parfait. Comme cela, c'est mieux. Donc, le bruit un peu plus variable. Et puis, on a quelque chose de ce genre. Voilà. Maintenant, ce qui se passe ici, c'est que tu vois, cette étape qu'on a franchie en haut, cette étape qu'on vient de franchir en haut là, c'est ce qu'on appelle dans le langage des séries temporelles, dans le langage des séries temporelles et le processus générateur. On est d'accord? Donc, c'est ça le processus qui, en fait, a généré la base de données, non seulement cette représentation que nous avons. Donc, ins au cube plus de l'erreur. Y est égal à ins au cube plus de l'erreur. Ça y est. Maintenant, on va supposer que toi, tu ne connais pas ce processus. C'est ça l'intérêt
du modèle de régression linéaire en lui-même, quelque chose du genre. On est d'accord? Donc, tu ne connais pas ce processus qui est générateur là. Tu as juste la base de données date. C'est ça. C'est juste cette base de données que tu as. Donc, tu as ton ins et ton y, un modèle simple. Tu as ploté. Quand tu as ploté ce modèle-là, c'est ça. La première étape que tu as, c'est quand tu prends la base, les variables, tu plotes pour regarder un peu à quoi ça ressemble. Et quand tu plotes, tu regardes, tu te dis, ce truc doit être une représentation cubique, quelque chose comme ça. Bon, tu commences pas à te dire, hein, bon, ça pourrait être aussi linéaire, un truc comme ça, mais c'est pas très linéaire. Peut-être un carré, un cubique, un truc comme ça. Ça commence pas à te dire. Donc, regarder la base de données est très importante. C'est une étape qui est fondamentale. On est d'accord? Ça te permet d'avoir une idée. Maintenant que tu as une idée, ça, on va pas s'arrêter à là. On va commencer par essayer des spécifications. On va faire des spécifications de modèles. Et après, pendant ces spécifications, on va regarder laquelle est bonne. Ici, on connaît déjà notre modèle a priori, mais on va quand même faire des spécifications. Créer un petit premier modèle, je vais appeler modèle 1. On va faire LM. Ça y est, un truc linéaire, commençons. Et on va faire Y sur ins. Donc, régresse Y sur ins en utilisant notre base de données qui est date. Donc, data égale à date. Et on fait un summary de mode 1. Regardons ce que ça va nous donner. Voilà, donc, ça nous dit que le coefficient ici est de 13,27, quelque chose qui est statistiquement significatif et fortement. Et puis, la variabilité dans Y, le R carré ajusté est de 0,79. Mine de rien, quand tu fais un modèle où tu as déjà 0,79 de la variabilité dans Y qui est expliqué par Ins, c'est super bien. Ça y est, voilà. Bon, maintenant, ça, c'est un bon début, seulement que lorsqu'on regarde notre modèle, on se dit que ce n'est pas purement linéaire. Hein. Et si on essayait un modèle carré à l'ordre 2, on est d'accord pour voir si, par exemple, ça va nous expliquer un peu mieux la variabilité au niveau donc des Y. On est d'accord? Donc, on va faire un modèle 2. Regardons. Après LN, on va régresser Y. Maintenant, il y a plusieurs façons de faire ins carré. Ça y est, quand tu fais ins et ins carré, il y a plusieurs façons de le faire. Une façon de le faire, c'est par exemple que tu peux écrire ins plus et tu fais un i majuscule comme ça et puis tu fais ins carré comme à l'intérieur. Ça y est, parce que le truc chapeau là, c'est un caractère qui est spécial. Donc quand tu veux faire les calculs, tu utilises le i pour comme un wrapper. Ok, pour pouvoir emballer. Bon, maintenant, je n'aime pas trop cette façon de faire parce que quand tu veux faire de la programmation, ça devient compliqué. Je vais te montrer une autre façon plus intéressante de faire. Il faut utiliser poly. Tu savais, n'est-ce pas? Voilà, on va utiliser poly égale à 2. Maintenant, quand tu fais poly égale à 2, je vais te montrer qu'il y a encore un petit problème à ce niveau qu'on va apprendre à corriger ensemble. Mais pour le moment, gardons ça comme ça et on fait date, on a fermé. On a le modèle, on a summary et on regarde summary du modèle 2. Regardons. Voilà. Maintenant, quand tu regardes ici, il nous dit que l'intercept, c'est bien ça. Le premier coefficient ins1 est statistiquement significatif. ins2 aussi semble être assez bon. La variabilité a légèrement augmenté. Ça y est. C'est pour dire que ins2 n'est pas en train d'apporter énormément ici. Ça y est, a légèrement augmenté. Mais regarde ce qui est le problème ici. C'est le coefficient. Regarde, les coefficients sont très grands. Regarde, on peut le dire comme ça parce qu'on connaît le processus générateur. Donc, quand on regarde les coefficients comme ça, on se dit qu'il y a un problème. Le problème, en réalité, c'est poly. C'est la commande poly. La commande poly, elle a deux façons d'opérer. Elle a une façon qui est je vais pas rentrer dans les détails ici, mais la façon comme ça, c'est quand tu écris à plat comme ça, elle essaie d'orthogonaliser. Elle fait une combinaison des variables et elle orthogonalise un truc comme cela. C'est pas vraiment ça ce qui nous intéresse. Nous on veut le carré de ins qu'on a ici là, pur quoi. C'est si tu prends ton ins, tu fais simplement au carré et tu as le résultat. Ça y est. Et pour faire cela, on lui dit d'utiliser la variable crue, le raw. Ok? Donc on va lui dire, donc toutes les fois que tu veux utiliser le cru comme ça, tu fais virgule et tu ajoutes un troisième. Donc tu écris ta variable, la puissance à laquelle tu es intéressé et tu écris row, et tu écris trop. Trop égale trop. Voilà. Attention, trop. Je vais prendre celui-ci. Attention. Parfait. Donc tu fais la variable
le coefficient et tu fais rho égale. Là, lorsque tu fais rho égale, il prend le ins, le cru qui est ici. Il ne fait plus de projection, il ne fait plus de terrain. Il prend le rho simplement et il fait le calcul qui convient. Si tu veux, je peux te montrer l'intérieur. On peut faire ceci, poly et exécuter. Tu vas voir que en réalité, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il prend juste la variable, les ins qu'il a ici, et il élève au carré, et il crée deux variables à l'intérieur seulement. Et c'est ça qu'il utilise maintenant pour pouvoir faire le calcul. Tu aurais pu le faire à la main une fois, n'est-ce pas? Une fois et une fois, en utilisant i au carré, par exemple. En utilisant i au carré. Mais il fait le calcul pour toi directement, et puis ça va. C'est bon? C'est bon? Très bien. Si tu es d'accord avec ça, mets-moi un pouce. Mets-moi un pouce. D'accord? Allez. Donc, c'est un peu ça. Et puis maintenant, regardons donc le contenu. On revient au travail, hein, regardons le contenu. Donc, on voit que ici, le coefficient est de 0,67 significatif. Et puis voilà. Donc, pour le reste, tout le reste va rester le même. Hein. C'est juste le coefficient qui va changer. Et en réalité, ça ne change même pas les prédictions. Ça ne crée pas de problème. En réalité, ça ne crée pas de problème. On est d'accord? Bon. Voilà, maintenant on a fait rho, on va garder rho et on voit que une légère amélioration. Maintenant, on va passer à notre modèle, à l'autre 3, celui qu'on soupçonnait, n'est-ce pas? On va faire y, on va faire poly, on va faire ins 3, tu auras compris maintenant, c'est rho, true, parfait, et on va faire θ pour dire que c'est dans la base date qu'il y a notre observation. Et si on fait un summary de ce modèle, on aura quoi? Modèle 3, il va nous dire que en réalité, regarde ce qui se passe, ça fait comme de la magie, n'est-ce pas? Maintenant, regarde dans ce troisième modèle, le ins 1 est plus significatif, le ins 2 n'est plus significatif, regarde le ins 3 est fortement significatif, ins cubique est fortement significatif, et regarde maintenant le r carré est passé à 0,98, c'était à 0,80, c'est pas 0. Pourquoi? Parce que en réalité, tu te rappelles, le processus générateur est en réalité un truc qui est cubique, donc il a trouvé là où le modèle est vraiment venu. Quand il a regardé, il a vu, oh, le modèle vient vraiment de quelque chose de celui-ci, et il a trouvé quelque chose de plus intéressant. On est d'accord? Maintenant, regardons par exemple si on allait à l'ordre 4. Si on allait à l'ordre 4, qu'est-ce qu'on aura? Tu auras compris, hein? Donc ça va faire poly, doucement, sorry, désolé, ça y est, et ça fait ins 4, on va utiliser row, on va dire true, ça y est, et on va faire date, et on va exécuter, ça fait summary. Voilà, ici au Japon, tu vois, il y a que, on est en train déjà de rentrer dans l'automne, ça y est, et puis ça commence pas à faire froid un peu, on est en train de changer de saison et tout, donc c'est un peu ça. Il faut me soutenir en appuyant sur le bouton join qui est là, le bouton join, il faut appuyer dessus, et puis il faut soutenir ce qu'on est en train de faire. Voilà, ça me fait toujours du plaisir, n'est-ce pas? Voilà. Donc maintenant, quand on regarde le modèle à l'ordre 4, regarde ici, ins 1 n'est plus significatif, ins 2 n'est plus significatif. Regarde, ins 3 est resté fortement significatif, mais en ajoutant la dimension 4, ça y est, ins à la puissance 4, ça n'apporte pas grand-chose ici. Regarde ici aussi, le r carré n'a pas beaucoup changé. Donc, on est convaincu de ce que la meilleure spécification, c'est la spécification 3, n'est-ce pas? Voilà. Bon, maintenant, ça, c'est un truc comme ça. Lorsque tu essayes, donc c'est ce qu'on appelle littéralement essayer des spécifications. Tu fais des spécifications, tu les essayes, tu regardes celles qui cadre au mieux sur le data, sur la data et puis ainsi de suite. Bon, maintenant ici nous on a pu tirer rapidement la conclusion parce qu'on connaît le processus générateur. Si tu ne connaissais pas le processus générateur, tu aurais voulu avoir tout ceci, tous ces modèles que tu as fait là rapidement sous les yeux, ou bien tu aurais voulu reporter. Supposons que tu veux présenter cette procédure que tu as fait jusque-là, ça y est, dans une table proprement. Dans l'analyse, ça y est, comment tu fais? Donc, je vais te montrer les étapes de la tête, comment tu peux conduire une étude jusque-là. On est d'accord? Alors, ces trois modèles-là, on peut utiliser Stargazer pour pouvoir les présenter. Donc, on va utiliser Stargazer et puis on lui place simplement les modèles, modèle 2, modèle, attention, un modèle 3, et le modèle 4. Voilà, ça c'est une façon professionnelle de voir. Maintenant, le truc, c'est vrai, c'est ceci. C'est que quand tu écris comme ceci, tout simplement à Stargazer,
il te renvoie l'output au format LaTeX. Ça y est. Si tu es quelqu'un qui utilise LaTeX, tu peux coller ceci, bien que ce ne soit pas la meilleure façon de le faire. Hein. Il y a une meilleure façon de le faire. Tu peux regarder, si c'est pas l'objet, je vais pas rentrer dedans. Tu peux copier cela et faire. Mais comme c'est pas du LaTeX, de LaTeX qu'on parle aujourd'hui, je vais te montrer comment on fait pour avoir le truc à l'écran. Il faut utiliser Type. Et puis, au lieu que ce soit du LaTeX, c'est le défaut, tu vas utiliser du test. Donc, on va dire que le Type soit du test. Parfait. Voilà. Donc, quand on fait cela, on a quelque chose comme ça à l'écran. Wow, ça, c'est un grand modèle. Hein. Et il y a plein de choses qu'on pourrait changer. On pourrait par exemple ajouter un caption. On pourrait faire des choses comme ça. Il faut faire point d'interrogation Stargazer. Ou bien je vais faire une capsule carrément sur Stargazer prochainement pour toi. Si tu fais ça, dis-le moi dans les commentaires. Si tu veux juste faire un truc purement Stargazer pour qu'on puisse regarder, dis-le moi dans les commentaires. Je vais programmer et le faire plus tard et ainsi de suite. D'accord? Donc voilà. Et puis on a la première spécification qui est là. Il y a la constante qui est là. Ça y est. Et puis, il nous dit que le int, c'est là, statistiquement significatif. Dans la deuxième spécification, c'était la spécification avec le int carré. Donc, il n'a plus utilisé int parce qu'on est rentré avec poly. Donc, ça, c'est le poly de int carré, le modèle 1. Donc, c'est comme le modèle avec le int. Le fait qu'il nous donne ici est le modèle 2. Ça y est, avec son coefficient qui est ici. Donc, on est resté au carré et la constante qui est là. Et puis, il nous donne les outputs. On va en discuter tout à l'heure, mais allons au modèle 3. Le modèle 3 ici, il prend la même chose. Donc, il prend poly raw ici. Ça, c'est le 1, le ins. Après, il y a le ins carré et le ins cube. C'est ce qu'on avait fait avec le modèle 3. Et on a vu que ces deux premiers ne sont pas significatifs. Le troisième était significatif avec sa constante. Ça y est. Et puis pour le quatrième modèle, c'est la même chose. Le modèle 1, ça c'est le ins, hein. Le truc avec le ins simplement. Et après le ins carré, le ins cube et le ins 4, on a vu que le ins 4 n'est pas significatif. Et puis sa valeur est même égale à 0, littéralement. Hein. C'est moins 0,00 littéralement. On va voir comment ça va se comporter. Je vais te montrer ça certainement tout à l'heure. Je suis en train déjà de voir des choses ici. Et puis 0,9, c'est près de 1. C'est ce qu'on a ici dans le processus qui a généré. Et puis si c'est pas significatif, c'est pas significatif. Maintenant, l'avantage avec Stargazer, c'est qu'il te donne et le summary en bas, il le rend fourni, quoi. Il le met vraiment, c'est beau. Ça y est, donc il dit on utilise sans observation les R carrés. Ça y est, donc par rapport au premier modèle, on prendrait le deuxième modèle. Par rapport au deuxième modèle, on prendrait le troisième modèle, certainement. Et puis, tu vois, le quatrième modèle ne nous apporte plus grand-chose. Ça y est, le quatrième modèle ne nous apporte plus grand-chose. Et c'est pareil, hein, quand on regarde le R carré ajusté. Et quoi encore, il nous met la statistique de Fisher dans les deux cas, mais il nous met aussi les résidus et puis le degré de liberté, et ainsi de suite, des choses comme ça qui sont très, très intéressantes. Maintenant, le truc, c'est que quand tu as un output comme celui-ci avec Stargazer, c'est gros, n'est-ce pas? C'est grand, n'est-ce pas? Voilà. Donc, et pour un truc que tu veux simplement voir à l'écran, on va utiliser ScreenReg. Ça y est, on peut utiliser simplement ScreenReg dans la librairie TechReg. C'est ce que je fais souvent et tu l'auras déjà compris. Mais la différence avec ScreenReg, c'est qu'il faut créer une liste. Donc, tu vas écrire liste, ça y est, et tu mets les modèles à l'intérieur. Donc, ça fait modèle 2, modèle 3 et notre modèle 4. Voilà, un truc comme ça, ScreenReg. Je crois que voilà. Donc, avec ScreenReg, tu n'as plus besoin de spécifier de type et quoi que ce soit. On a quelque chose qui est relativement simple. Ça y est, relativement simple. Il nous montre simplement le R carré ajusté et le nombre d'observations. C'est ça la différence. Et puis, les autres éléments, c'est ce qu'on avait exactement. Donc, il rend le tableau légèrement simple. Et on voit ici que déjà, avec le modèle 3, le modèle 4, regarde, le modèle 3 et le modèle 4 expliquent la donnée, la variabilité presque de la même façon, n'est-ce pas? Maintenant, regarde, le modèle 4 est un modèle qui est beaucoup plus lourd que le modèle 3, lequel tu aurais choisi entre les deux. Donc, on prend naturellement le modèle 3. Ça y est, toutes les fois que tu as deux modèles qui expliquent la donnée de la même façon, il faut simplement prendre le modèle qui est le moins lourd. Ça y est, ça c'est un principe de base qu'il faut simplement appliquer. Maintenant, regarde, l'autre chose qui est intéressante de souligner, c'est ce coefficient-là, le 0,94, même 0,95 ici, qui correspond presque au 1 que nous avons ici. Il ne faut pas oublier que le int cube que nous avons ici, son coefficient, c'est 1. On est d'accord, j'aurais pu prendre n'importe quoi, hein. On a pris 1.
Ça y est. Donc voilà, 2 astuces pour pouvoir présenter la donnée de façon professionnelle. J'espère que tu auras, si tu n'avais pas encore mis le pouce, il faut le mettre. Si tu t'es pas abonné, il faut t'abonner cette fois-ci. D'accord? Bon, maintenant, ça c'est bien. On a présenté la donnée comme ça. On a essayé de choisir les modèles de façon, enfin, sur la base de l'analyse, n'est-ce pas? On aurait pu aussi choisir les modèles, en faisant quelque chose d'un peu plus statistique. Ça y est, on aurait pu utiliser quoi? L'ANOVA, le test ANOVA, n'est-ce pas? Voilà, on aurait pu faire une analyse de la variance, ou bien un test ANOVA, un test de fiche, quoi. Voilà, un test de fiche, c'est pas un test ANOVA, un test de fiche en utilisant la commande ANOVA. On est d'accord? Donc, on va voir si, à part le modèle initial là, enfin si les autres sont égaux à 0, ou bien s'il y a au moins une variable qui est différente de 0, pour qu'on puisse dire que globalement le modèle est significatif, ainsi de suite, n'est-ce pas? Alors on peut le faire comme ça, ANOVA. On va dire modèle 1, modèle 2, ça y est, virgule, modèle 3, virgule, et modèle 4. On peut faire comme ça y est, pour le test d'analyse de la variance. Et on regarde l'output. Parfait. Donc, Analysis of Variance Table. Donc, la table d'analyse de la variance. Donc, le premier modèle, c'est le modèle avec le ins et le y. Ça y est. Pardon, le modèle avec le y et le ins. Donc, le modèle qui ne contenait que le ins. Ça y est. Après, on est passé au ins carré, au ins cube, et ainsi de suite. Donc, c'est ça les 4 modèles. Et ce qu'il faut littéralement regarder ici, c'est la p-value. Il fait d'abord le test de Fisher, ça y est, le test il va d'abord comparer le premier et le deuxième modèle, ça y est, donc le premier et le deuxième modèle, ces 2 modèles-là, et il dit que le deuxième modèle est mieux que le premier modèle, tu vois, statistiquement significatif. Maintenant, il va faire la comparaison entre le deuxième modèle et le troisième modèle, il dit que le troisième modèle est encore beaucoup mieux que le deuxième. Regarde, c'est aussi statistiquement significatif, mais regarde, c'est encore beaucoup moins, la p-value est encore beaucoup moins faible que celui de ce modèle. Donc, on dira que ce modèle est beaucoup plus, ça c'est appréciable, est beaucoup plus utile, ça y est. Et maintenant, après, le troisième test qu'il a fait, il va comparer le modèle 3 et le modèle 4. Ça y est, il compare. Et puis, il nous dit ici que c'est un modèle, enfin, ici, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. Ça y est, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. Ça veut dire que il vaut mieux qu'on s'arrête à ce modèle-là, le modèle numéro 3. Le modèle numéro 3. On est d'accord? Voilà. Donc, c'est aussi une façon propre statistique de pouvoir présenter la donnée. Maintenant, lorsque tu l'as fait comme ça, comment tu vas faire si tu veux présenter ça dans un rapport? Ou bien, si tu veux présenter ça dans un rapport, tu peux utiliser la commande tidy. Je vais voir, on va mettre ça, on va appeler ça table, on va dire tab ANOVA, un truc comme ça, on va appeler ça tab ANOVA, et on peut utiliser la commande tidy, ce que j'appelle la librairie Broom. On va appeler la librairie, dans la librairie Broom. Ça y est, dans la librairie Broom, il y a une commande, je t'avais pas montré ça, je crois que je t'avais jamais montré ce truc comme ça. Il y a une commande qu'on appelle tidy. Ça y est, tidy, que tu peux utiliser. Et tidy est très utile, surtout quand tu as des modèles comme ceux-là. Quand tu fais un test de student et puis tu veux présenter l'output de façon professionnelle, tu mets ça juste dans un objet et tu passes ça à tidy et puis ça te rend facilement la vie. Ça évite le problème, quoi. Donc, regardez un peu à quoi ça va ressembler, je crois. Hein. On va mettre à l'intérieur tidy tab.ano. Ça y est. Voilà. Donc, ça te présente tous les éléments comme ça. Il te présente les degree of freedom. Il te présente les RSS. Il les met là. Il te présente les DF. Il te met tous les éléments là. Donc, dans une table qui est propre comme ça, quoi. Ça y est, dans une table qui est propre comme ça. Et quand tu as ça comme ça, tu peux aller un peu plus loin. Oh là, est-ce que j'ai appelé la librairie NITR? Je suis en train de penser à des choses. J'ai commencé par te donner les choses. Abonne-toi et partage. J'ai appelé la commande, la librairie, je crois, NITR. Ça y est. Et on va. Oh, non seulement NITR, je dois aussi appeler la librairie, je crois, Cable Extra. Cable Extra, voilà. Donc, j'appelle cette de librairie là. Et qu'est-ce qu'on a? On peut utiliser Cable. On peut utiliser table, mettre tidy à l'intérieur, donc ça fait tab, ano, ça y est, et on regarde ce que ça donne.
Voilà, quand tu fais comme ça, naturellement, ce que ça te met les éléments au format HTML. Donc, ce qu'il faut faire ici, il faut dire simplement que le format soit simple. Si tu veux voir ça à l'écran, hein, que le format soit simple. Et puis, on peut dire en caption, on peut dire table ANOVA. ANOVA, ok, quelque chose comme ça, quelque chose du genre. On peut faire cela, voilà. Donc, on a un truc comme ça. Tu vois, on a en caption ici la table ANOVA. Et puis, tu as l'élément ici. Les thèmes sont là. Tout est présenté. Ce qu'on avait ici qui était un peu bizarre là. Tu as vu ce qu'on avait ici qui était un peu bizarre là. On l'a maintenant avec une table qui est propre. Tout est en ordre ici. Ça y est, si par exemple tu voulais centrer, je crois que tu aurais pu aussi faire ici align. Align. Oui, tu aurais pu mettre ça C pour centrer. Voilà, donc tu aurais tout à l'intérieur comme ça. Par exemple, tu vois ici le degré c'était là. Maintenant, c'est passé au centre. Tu as quelque chose qui est centré. Si tu voulais mettre ça à droite ou bien à gauche, tu aurais pu faire un truc left et tous les éléments vont passer à gauche comme ça. Ce serait un truc comme ça. Voilà. Donc, une façon professionnelle de présenter la table. Tu aurais pu faire ces choses-là. Si tu es intéressé par ces choses-là, dis-le moi dans les commentaires. Je vais faire des vidéos spécifiques dessus où on va regarder de la tête jusqu'au pied comment on fait ces choses-là. Donc, ça, c'est une parenthèse où on regarde et on fait le choix de façon professionnelle donc de notre modèle et on regarde la p-value ici, la p-value ici, la p-value est très élevée ici. Donc, la dernière p-value, c'est le modèle 3 qui est significatif. Donc, le meilleur modèle à prendre ici, c'est le modèle 3. Est-ce que ça peut aller? Maintenant que tu as présenté, tu as choisi ton modèle, c'est bien comme ça. Une autre chose que tu aurais pu faire, c'est maintenant de montrer, de faire une représentation visuelle, n'est-ce pas? De montrer tous ces éléments-là et puis de dire à la fin, j'ai dû choisir ce modèle-là. Donc, c'était ceci, c'était ceci, c'était ceci et le dernier choix a été ceci. Un truc comme ça, n'est-ce pas? Voilà, on peut le faire rapidement en utilisant donc ggplot. On avait déjà commencé par montrer. Je copie ici, hein, ce qu'on avait fait initialement pour ne pas retaper. Je copie, je fais un paste, ça y est. Donc, si j'efface ceci pour ne pas créer de confusion, on fait ceci et j'exécute à nouveau. Voilà. Donc, tu vois, c'était là où on en était. Maintenant, on pourrait utiliser Geom Smooth. Ça y est, Geom Smooth. Et la méthode qu'on est en train d'utiliser, qu'on a utilisée jusque-là, c'est la méthode LM. Ça y est, la méthode LM que on ajoute. Parfait. Donc, ça, c'est la première représentation qu'on a. C'est la représentation, tu vois, il dit ici, il écrit ici qu'il est en train d'utiliser Geom Smooth en utilisant la formule ins sur y. Donc, c'est ins sur y, un truc qui est linéaire. Ça y est, ins sur y. Maintenant, ça, c'est la première représentation puisque c'est elle, on va dire ici, pour ne pas se tromper, je vais ajouter le titre, je vais dire simplement modèle. On va créer un truc comme ça, modèle linéaire. Je crois, hein, c'est ça, hein, modèle linéaire. On va faire comme ça, un truc de ce genre. Voilà, le modèle linéaire, ça y est. Bon, maintenant, on voit clairement que le modèle linéaire n'est pas le meilleur modèle, n'est-ce pas? Donc, on peut aussi, de cette même façon-là, copier et regarder le modèle, comment dire, quadratique. Le modèle quadratique, le carré, ça y est, donc on fait ça rapidement. Alors pour le faire, tu vois, on va changer simplement la formule. On va changer la formule. Donc tu viens ici, on va venir là, on va faire virgule, on va écrire formula. La formule ne sera plus linéaire, donc formula égale. Et puis pour la formule qu'on est en train d'utiliser, ça va être le y. Ça y est, on a utilisé poly. Le poly, c'était if et on a utilisé 2. Je t'explique ce qui se passe. Tu vois, lorsque tu es en train d'utiliser Geom Smooth, Geom Smooth écrit la formule en utilisant les éléments qui sont dans l'esthétique en haut ici. Tu as compris? Donc, il regarde le ins. Ici, faut pas confondre. Notre variable dans notre base de données ici était initialement, on l'a appelé ins. Ça aurait pu être l'âge, ça aurait pu être n'importe quoi, la distance, n'importe qui. Donc, faut pas confondre ici. On est d'accord? Donc, lui prend le ins ici et il prend le y ici. Et c'est ça, enfin, bref, et c'est ça qu'il utilise ici. Ça y est, c'est ça qu'il utilise ici. Donc, il prend le y et il prend
il va prendre la formule ici, c'est le int qui est là. Ou bien l'autre, oui, je crois que c'est ça. Je te dis ça simplement comme ça. Donc, c'est ça qui est là. Et puis, si on exécute, tu vas voir que, voilà. Tu vois, initialement, on avait quelque chose comme ceci, et maintenant, c'est passé à quelque chose qui est un peu comme plus ajusté, qui est plus quadratique. Tu as vu? Voilà, maintenant, c'est ce qu'on va appeler le modèle quadratique. Je vais écrire modèle quad, ça y est, ou quadratique, je sais pas, quadratique, je crois, quelque chose comme ça. Et on aurait pu faire mieux. On pourrait changer la couleur du plot, par exemple, à la couleur de la droite de régression. Je vais mettre ça au rouge pour faire la différence. Tu vois, lorsque tu fais ta régression là, ça y est, il y a l'intervalle de confiance qui est que par défaut, Geom Smooth met en gris façon. Par défaut, la ligne, il met ça au bleu et il met l'intervalle de confiance là autour en gris, n'est-ce pas? Tu peux utiliser Fill pour changer cette couleur-là. Donc, Color va changer la ligne et Fill va changer l'image de l'intervalle de confiance. C'est généralement beaucoup plus cool comme ça quand tu veux faire de la présentation. Donc, on va prendre, disons, le vert, quelque chose de simple comme ça. Et je vais prendre peut-être, on regarde ça simplement comme ça. Voilà, parfait. Donc, on a quelque chose de ce genre. Je zoome un peu, tu vois. Je zoome un peu pour qu'on puisse voir. Parfait. Donc, on a quelque chose qui est un peu comme l'intérieur, la ligne est changée. C'est beau, n'est-ce pas? Mets-moi un pouce. Merci. Alors, maintenant, donc ça, c'est le modèle quadratique. C'est bien défini là. On pourrait aussi présenter maintenant le modèle cubique. On voit que l'ajustement ici n'est pas très juste. Hein? L'ajustement n'est pas très juste. Donc, on va passer à notre modèle cubique et je ne vais plus aller dans beaucoup de commentaires parce que je suis sûr que tu as compris ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc, la méthode, c'est ML. La formule va être maintenant quoi? Polycube. Et on va garder, peut-être, je vais faire le filling ici, je vais changer un peu, je vais mettre ça au jaune, yellow, quelque chose comme ça. Et on va mettre ici pour le titre, on va dire modèle cubique. Voilà, on exécute, tu auras compris. Regarde comment c'est. Ça, c'est le meilleur fit, n'est-ce pas? Ça, c'est ajusté à la donnée proprement. C'est le meilleur fit. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Voilà. Et puis ça, c'est notre modèle cubique. Et dans ce même état d'esprit, donc, on pourrait aussi faire le modèle quadratique. Le modèle à la puissance 4. Copie. Et on colle. Le modèle à la puissance 4. Le principe, il est le même. Tu auras compris, n'est-ce pas? Donc, ça va faire 4. Et puis, on aurait pu mettre ici, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre peut-être le marron, le brown ou le bleu. Je vais prendre le bleu. Ça y est, et on va mettre modèle Power 4. C'est pas comment on va dire ça, on dit ça. Donc, un truc comme ça. Maintenant, regarde, c'est ce que je te disais tout à l'heure quand on regardait dans la table. Tu vois que ça n'a vraiment pas changé. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça n'a pas changé? Regarde, lorsqu'on regardait dans la table de la régression, tu as vu ici, le coefficient du modèle à la puissance 4, c'est littéralement 0. C'est 0,01. Ça n'apporte même pas d'effet sur la droite. Ça y est, il n'est pas significatif et c'est presque nul. Ça y est. Donc, c'est un peu cela. Si par exemple, là, je te montre tout. Si par exemple, hein, dans le modèle initial qu'on avait choisi, c'était un truc à la puissance 4. Le processus générateur était un truc à la puissance 4. Là, je vais reprendre, je vais faire le seed. Ça y est. Et on fait date. Et on pose dessus ici. Donc, ça fait date, le point est là. Et puis, on a les éléments à la puissance 4 et on exécute. Tu vois ce que je te dis? Si le processus générateur était vraiment à la puissance 4, ça aurait été un truc comme ceci. Et tu vois, donc mettre poly à 4 aurait fait une très bonne spécifique. Si on avait même regardé dans le modèle, on aurait vu que à 4 ce serait strongement significatif et ainsi de suite. Tu as compris, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on va garder ceci. C'était juste pour te convaincre de ce que aller à ce niveau ne nous apporte plus beaucoup d'informations. C'est pour ça que on a l'output qui est de cette façon-là. Donc, on a quelque chose de ce genre-là. Ça peut aller. Maintenant, lorsque je fais mon graphe comme ça, ce que j'aime souvent faire, j'aime présenter tout de façon succincte. Donc, je vais mettre ça dans des objets et je vais appeler ceci D. Parfait. Et je vais utiliser Patchwork, la librairie Patchwork que j'ai appelée ici. Ça y est, la librairie Patchwork que j'ai appelée ici, qui nous permet de faire les combinaisons de façon très facile. Donc, j'aurais pu faire A plus B et C plus D et on exécute. Parfait. Ah oui, A, B, oui, il a raison, c'est C et D. Donc, je vais mettre les deux en parenthèse ici. Je vais faire A plus B, voilà, et C en parenthèse plus D pour avoir exactement ce que je veux. Parfait. Regarde maintenant l'output. Regarde l'output
on a quelque chose de superbe. Voilà. Donc, on a le modèle linéaire qui est là. Ça y est. Le modèle quadratique, ça, quand je dis quadratique, c'est à la puissance 2. Ça ne fait pas vraiment bien l'ajustement. Le modèle cubique, il est là. Et puis, regarde l'erreur. On ne voit même pas la bordure jaune. On ne voit pas la bordure jaune parce que c'est un modèle qui est justement cela. Ça y est. Et puis ici, on a le modèle à la puissance 4 qui ne nous apporte plus vraiment d'informations. Donc, tu peux montrer ces 4 représentations comme ça. Maintenant, fais ton rapport et dis la représentation 3 est la meilleure et ainsi de suite à 1 et ainsi de suite. Tu expliques ce que tu as fait. Là, la balle est dans ton camp. Est-ce que je t'ai apporté quelque chose? Si je t'ai apporté quelque chose, achète-moi un café en appuyant sur le bouton Join. Abonne-toi, partage avec ceux que ça peut aider et j'espère qu'on va se retrouver dans une nouvelle capsule de Commandant R. Allez, bye bye, c'était moi Lulus.